sur les chemins à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Je vous propose que l'on poursuive notre découverte des sujets de EdTech, Ed comme éducation, en allant à la rencontre d'Oméric de Sarthe à Paris, ici à Station F. Oméric est CEO de Pitch Boy. Vous allez découvrir tout ça dans un moment. Et par ailleurs, membre du conseil d'administration de EdTech France. Donc on a véritablement affaire à un expert des sujets d'éducation digitale. Pitch Boy, c'est une équipe de 12 personnes qui a récemment effectué une levée de fonds et qui propose de la montée en compétences par l'utilisation d'outils digitaux, la voix notamment, mais pas que. Il va vous en dire plus dans un instant. Allez, c'est parti pour Pitch Boy, Oméric de Sarthe. Salut Oméric. Salut Étienne. Bon, merci de nous accueillir ici en déplacement à Station F pour parler de EdTech avec toi et en particulier de Pitch Boy. On va revenir dans le détail sur Pitch Boy qui est un acteur important de l'écosystème EdTech en détaillant l'offre, les besoins auxquels cette offre répond, qui sont nombreux, qui évoluent avec la tech naturellement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à toi. C'est très intéressant les parcours dirigeants. Et alors le tien est assez dingue, je ne sais pas par où commencer en fait. Alors je vais juste commencer par dire que tu as 32 ans, que tu as un parcours d'éducation classique, école de commerce, et puis à un moment, tu pars vers l'Est, hein, tu pars en mode international vers l'Est. Ouais, je suis tombé amoureux de la Chine quand j'avais 10 ans. Après un voyage avec mes parents, on devait aller en Égypte, et puis les attentats à Chefsout, donc une semaine avant le départ. On va en Chine et c'est là où je tombe amoureux du pays. Et l'histoire voudrait qu'en revenant de ce voyage, je dise à mon père, je vais apprendre le chinois. Il me dit, passe ton bac d'abord. Donc j'étais très docile à l'époque. Je passe mon bac et effectivement, je fais un double cursus affaires internationales et chinois. Donc 2 ans en France, 10 heures de chinois par semaine en plus. Et 2 ans en Chine avec toujours des cours, cette fois-ci en chinois et toujours des cours de chinois. Donc aujourd'hui, tu parles couramment mandarin. Oui. Et cette expérience en Chine a été super riche, puisqu'en plus elle se prolonge avec une mission d'intermédiation, si je puis dire, entre des entreprises françaises ou européennes, françaises je crois, ayant des intérêts en Chine, et l'inverse, des entreprises chinoises souhaitant se développer sur le territoire français. Un mot à ce sujet ? Alors oui, effectivement, c'est quand je suis rentré en France après 7 ans, en fin 2016, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire. J'avais envie de remonter une structure, j'en ai déjà monté 3 en Chine, une pour le compte d'un tiers qui s'était très bien passé dans le conseil en ressources humaines, donc c'est là où j'ai fait ma première découverte des ressources humaines et de la formation. Après une dans la tech que j'ai revendue, et après un réseau social où là j'ai tout perdu. Et donc quand je suis revenu en France, je me suis dit comment mettre à profit cette expérience-là, et j'ai effectivement accompagné des grands groupes français en Chine, même s'ils étaient déjà sur place. Donc il y avait notamment le COMEX de Solvay, qui à l'époque était avec M. Clamadieu, et une des branches de Thales. Et dans l'autre sens, des sociétés chinoises qui, elles, étaient intéressées par le marché français, notamment une très très grosse structure que personne ne connaît en France qui s'appelle Maotai, qui est la première capitalisation boursière mondiale dans les vins et spiritueux, donc devant Diageo et Pernod Ricard, qui est un alcool, qui est l'alcool du gouvernement. Si on regarde les photos officielles où on voit Xi Jinping avec un président à chaque fois qu'il trinque, c'est du Maotai. Et effectivement, j'avais le titre d'ambassadeur de cette marque pendant presque 3 ans. Je précise que c'est un alcool qui est 100% bio et que du coup, il n'y a pas de conséquences le lendemain d'une signature de contrat. C'est pour ça que les hommes d'affaires sont particulièrement friands de cet alcool-là. Mais alors, c'est pas tout, parce que ce serait trop simple pour toi, Oméric. Tu es également investi dans l'écriture. Et tu écris plusieurs ouvrages. Je ne les ai pas tous en tête, mais je me souviens de Agenda et Gants de velours. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écriture ? Pourquoi tu écris ? Qu'est-ce que tu écris ? Pour qui tu écris ? Alors, j'écris parce que j'aime ça, j'aime lire, et je ne considère pas être forcément un grand écrivain, mais en tout cas, j'arrive à dénicher des sujets qui sont d'intérêt commun, mais qui ne sont pas exploités. Agenda et Gants de velours, c'est un ouvrage où on a interviewé plus d'une trentaine d'assistantes de direction, de grands patrons d'entreprises de toute taille, toute industrie, et on a cherché qu'est-ce qui faisait la particularité de ces femmes et ces hommes de l'ombre, parce qu'il y a des hommes aussi, peu, très très peu en France par rapport aux États-Unis, et qu'est-ce qui faisait leur particularité alors qu'ils et elles sont indispensables dans les entreprises.
Et il y a d'ailleurs le président Pierre Gattaz qui avait fait la préface du livre et on a interviewé des assistantes comme l'assistant du président de Facebook France, AstraZeneca France, Manpower, beaucoup d'entreprises. Bon là j'en ai cité principalement des étrangères mais françaises également. Et alors, c'est ton, on va dire, premier essai d'une certaine manière, premier essai, et pas le dernier puisque tu écris quelques temps après, donc là on se rapproche d'aujourd'hui. Ouais. Deuxième ouvrage qui est plus en lien avec ton parcours d'expat, Ouais. c'est le titre « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» Exactement. Alors Donc, là, c'est un peu provoque. On est parti du titre et on a écrit le livre après. C'est-à-dire que c'est d'abord lié d'une rencontre avec Denis Jacquet, qui est un entrepreneur et un grand défenseur de la cause des PME en France et des ETI, et qui m'a dit « Écoute, Omeric, j'adore ta vision de la Chine, je connais mal le pays, donc je te propose qu'on fasse un livre, qu'on écrive ensemble, où toi tu écris d'où vient la Chine, où est la Chine et où va la Chine, et moi je m'occupe de la partie est-ce qu'on peut renverser la vapeur et comment, en intégrant les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. » Et effectivement, c'est un livre qui a très très bien marché. Et là, d'ailleurs, la CITIC, qui est la maison d'édition du gouvernement chinois, a racheté les droits. Donc le livre doit être en cours de traduction en chinois. D'accord. Et en Chine, c'est pourquoi votre prochain patron sera français ou pas? C'est pourquoi le prochain patron des étrangers sera chinois. C'est avec un terme péjoratif pour étranger. Ah oui, d'accord. Les Laowai. Ouais. Les Laowai. Ok, bon, alors revenons à nos histoires d'EdTech. On s'en est pas tellement éloigné parce que tout s'explique finalement dans les trajectoires dirigeantes. Après cette mission d'intermédiation, tu rejoins une structure qui s'appelait BER, qui s'appelle aujourd'hui Argo, qui est spécialisée dans la réalité augmentée, appliquée à des fins commerciales notamment. Tu travailles combien de temps chez Argo? 2 ans et demi. 2 ans et demi. D'ailleurs, Ouais. c'est à cette époque-là qu'on avait fait connaissance. Tout à fait. De mémoire, c'était sur Vivatech, sur le lab PMU, Exactement. si je ne dis pas de bêtises. Pendant les pitchs. Pendant les pitchs que j'animais. Exactement. Et alors justement, Pitch, ça tombe bien parce que derrière Argo, tu rejoins PitchBoy. Alors tu crées pas PitchBoy, dont on va parler aujourd'hui, Ouais. qui est un acteur de la EdTech. Ça Ouais. y est, on y arrive. Tu crées pas, tu reprends la direction générale donc en janvier 2019. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Alors, à l'origine, PitchBoy était un produit qui a été développé au sein du lab d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Gene. Et Gene a toujours dit, si on fait du digital, il faut qu'on fasse de la tech. Donc ils ont toujours créé des produits, tous les ans ils créent un nouveau produit. Donc en 2018, ils créent PitchBoy qui combine à la fois de la réalité virtuelle et à la fois de l'analyse de mots-clés pour recréer des situations réalistes. Personnellement, je rencontre une première fois les fondateurs tout à fait par hasard au salon Virtuality. Je tombe amoureux du produit, je trouve ça absolument génial parce qu'ayant fait des formations par le passé, il n'y a jamais cette possibilité de s'entraîner. Et c'est plus tard, c'est presque 1 an plus tard, que je suis mis en relation par un ami commun qui est William Eldin, le fondateur d'une agence qui s'appelle 22, qui est lui aussi dans la tech et l'IA, qui me dit « tu devrais les rencontrer, la réalité augmentée les intéresse beaucoup ». Je vais les rencontrer, j'étais déjà sur le départ de chez Argo et ils me présentent le produit, je me rends compte de par mon passé que c'était plus un entretien qu'autre chose. Et c'est là où je leur dis, écoutez, pas besoin, moi je suis déjà embarqué, le produit j'en suis absolument fan, je veux le prendre, je veux le porter. Et ils me disent par contre, on va le sortir de Gene parce que c'est pas du tout dans l'ADN, c'est une société de formation, un outil, une modalité de formation, donc il faudrait en créer une nouvelle structure. Et c'est là où on se met d'accord sur le fait qu'on va sortir le produit, créer une structure, une fois qu'il y a des clients, il faut montrer un peu l'appétence du marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a lancé la nouvelle structure qui s'est enregistrée le 14 janvier. On a fait une levée de fonds auprès de Business Angel qui s'est clôturée au mois de mars. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance, l'opportunité, le privilège de prendre la direction générale, et aujourd'hui je suis le président, de PitchBoy SAS. PitchBoy propose, tu me dis si je dis des bêtises, hein, évidemment Omeric, je vais essayer de vulgariser pour que nos auditeurs puissent bien se projeter. PitchBoy, c'est une interface qui permet à toute personne de suivre des parcours de formation pour améliorer sa relation client. En l'occurrence, c'est très focus sur les sujets de relation client dans différents univers. On peut imaginer un contexte de relation client
dans une boutique de luxe pour promouvoir, expliquer la composition d'un parfum. On peut imaginer une situation de relation client à distance par téléphone sur la gestion d'un abonnement téléphonique. Toutes ces situations de contact client et donc toutes les entreprises qu'on peut imaginer qui se trouvent derrière peuvent faire appel à une solution telle que PitchBoy pour traîner leurs équipes, identifier par individu quels sont les axes de progression. Donc là, on est sur le niveau micro et en prenant un peu de hauteur de vue, envisager de manière macro où pourraient être les trous dans la raquette de la force de vente du client en question. Est-ce que c'est ça, grosso modo ? C'est exactement ça. Il y a juste un point sur lequel je veux insister, c'est que historiquement, on était sur la réalité virtuelle. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Moi, je considère la réalité virtuelle comme un média formidable, mais ça reste un média. Ça n'est pas une fin en soi. Donc toutes les solutions qu'on va pouvoir créer aujourd'hui chez PitchBoy, que ce soit des formations sur mesure ou des formations génériques, vont être sous 3 formats. Et c'est après, en fonction du besoin, de la problématique de l'entreprise qu'on va développer sur ces 3 formats. Le premier étant de la vidéo à 360 degrés, le deuxième étant de la vidéo à plat, en 2D, et le troisième étant uniquement des simulations de voix, donc principalement pour tout ce qui est plateau téléphonique, téléconseiller. Ces 3 formats-là sont, eux, tous accessibles en ligne, directement depuis le navigateur, ce qui fait que ça vient parfaitement s'intégrer dans les parcours de formation ou dans les LMS, les Learning Management Systems des entreprises. Gros avantage de ça, c'est qu'on est très bien vu des organismes de formation qui nous considèrent comme étant la salle d'entraînement des parcours qu'eux, ils créent et ils développent pour leurs clients. Et donc, on est vraiment, et c'est le positionnement qu'on a, c'est de dire on a une modalité pédagogique qui vient s'intégrer dans vos parcours et qui vous permet d'entraîner vos collaborateurs. Surtout aujourd'hui où c'est très difficile de faire des jeux de rôle, des mises en situation ou des actions de formation en situation de travail, de la FEST. Le fait de créer une mise en situation avec PitchBoy, ça permet de pallier à tout ça et en plus de récupérer de la donnée qualitative, comme tu le disais, qui permet de suivre la montée en compétences, les besoins d'accompagnement individuel et collectif. Et donc, on parle de manager coach, on parle aussi de ROI de la formation, qui est une notion très nouvelle et sur lesquelles nous, on est très très bien positionnés. Très bien. Alors, tu parles de 3D, tu parles de vidéo 2D, tu parles de voix. La voix, c'est ce qu'on pourrait imaginer comme étant le média le plus simple, le plus évident, et c'est la base de la techno, puisque je crois que tu me partageais en préparant l'émission que la techno derrière PitchBoy, une des briques très importantes de techno, c'est la reconnaissance vocale. Un mot à ce sujet, c'est-à-dire que grosso modo, si je suis dans un parcours de formation avec une simulation de relation client, la techno derrière PitchBoy va être en mesure de reconnaître chacun des mots que j'emploie, de les confronter à des univers de mots qui ont été embeddés dans le système pour voir dans quelle mesure je maîtrise le champ sémantique, quelle est mon intonation. Tout à fait, tous ces éléments. C'est-à-dire qu'on a une chance et qui nous permet un avenir plutôt très intéressant, c'est que le langage est universel. Donc ce qu'on peut faire en français, on peut le faire en anglais, dans toutes les langues européennes et asiatiques, etc. Donc, partant de ce principe-là, dès lors qu'on est capable de comprendre et d'analyser ce que dit un apprenant, sans lui demander de choisir ABCD ou d'apprendre des phrases par cœur, on le laisse vraiment être lui-même, on va pouvoir analyser son discours sur 3 aspects. Le premier, c'est la posture, quelle est son attitude. Et là, quand on est dans l'univers du luxe, c'est différent de d'autres univers, il faut avoir un langage soutenu et autres. Le deuxième, ça va être la méthodologie, la maîtrise. Quand on est sur de la vente, on ne va pas parler du prix avant d'avoir fait une bonne découverte client. Et le troisième aspect, eh bien, c'est la connaissance produit ou service. Tu prenais l'exemple d'un parfum. Si mon client en face de moi, qui est géré par intelligence artificielle, me demande « D'accord, et quelle est la composition, quelles sont les senteurs ?» et que je lui dis « Il y a de la bergamote » et qu'en réalité c'est de la vanille, on n'est pas du tout... Et ça, c'est important d'avoir un environnement bienveillant dans lequel les apprenants peuvent s'entraîner, ont le droit à l'erreur et peuvent rejouer autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc j'aime bien, moi, imaginer, comparer PitchBoy à un dojo. Il faut entraîner le muscle jusqu'à ce que... C'est un peu comme dans Matrix, où il dit « Je connais le jujitsu, bah, c'est bien, montre-moi maintenant ». Et on passe dans la phase 2 qui est la mise en action. J'espère qu'on apprend aussi vite avec PitchBoy que dans Matrix. Le jujitsu dans Matrix. Je n'en doute pas. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai essayé de raccorder un peu tous
les cordons de cette conversation et finalement peut-être que ton expérience du langage, de la découverte du langage et d'autres cultures, je pense notamment à la Chine, peut-être aussi à motiver consciemment ou pas cette aventure qui est très en lien avec la sémantique, avec le mot, avec le verbe. Oui, c'est vrai. Quand on apprend le chinois, moi je me souviens qu'après 2 ans en France, en arrivant sur place, je connaissais très bien les règles de grammaire. Et ça tombe bien parce qu'en Chine, il n'y a pas de règles de grammaire. Et c'est une fois sur place où j'ai été baigné dans un environnement qui était plus qu'immersif, parce que c'était la réalité, où j'ai également eu des amis chinois qui ne parlaient pas français, qui parlaient un petit peu anglais. Et c'est cette immersion, cette mise en difficulté ultra réaliste qui m'a permis vraiment de progresser et de développer un chinois parlé sans accent. Parce que les Français sont souvent critiqués pour leur accent français, ou alors aux États-Unis, ils trouvent ça charmant, mais c'était important pour moi de pouvoir parler la langue comme si j'étais quelqu'un, comme si j'étais chinois en Chine. Je confirme qu'Oméric parle chinois sans accent français, évidemment, vous pouvez me croire. Alors, revenons pour terminer cette conversation sur vraiment les enjeux macro de la EdTech. Je sais que tu étais très actif dans cet écosystème, puisqu'il y a l'association EdTech qui regroupe beaucoup d'entreprises françaises. Hein, Oui, plus de 200. Ouais. Plus de 200 entreprises. Et tu as rejoint le conseil d'administration ou tu as rejoint... J'ai rejoint le conseil d'administration suite à l'élection qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Donc c'est tout frais. C'est tout frais. Donc tu as vraiment pour le coup les 2 pieds dans la EdTech, à la fois avec cette nouvelle casquette, ces responsabilités aussi qui vont avec, et puis avec l'activité de PitchBoy. Du coup, peut-être un mot sur la perception que tu as de l'évolution de l'apprentissage de manière très très générale, liée à l'impact de la techno. Dans quelle mesure la technologie propose aujourd'hui, en vision haute, encore une fois, des évolutions de la notion d'éducation, d'apprentissage par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a ne serait-ce que 10 ans. Alors je trouve déjà que c'est un sujet qui est absolument passionnant parce que c'est un sujet qui est en lien avec les générations et qui regroupe énormément d'acteurs différents avec des problématiques, des enjeux et des scopes, enfin des visions différentes. Les utilisateurs, alors on va reprendre déjà dans la EdTech, on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a le K-12, donc qui sont tout ce qui est sur l'enseignement primaire, secondaire. Il y a l'enseignement supérieur, qui est là, tout ce qui est université et école supérieure, enfin formation supérieure. Et après, il y a tout ce que formation pro, qui est pour tout ce qui est la vie active. Si je simplifie, bien entendu, dans les grandes lignes. Donc c'est bien ça permet de mettre un scope. Voilà. Après, il y a bien sûr l'administration, donc le ministère de l'Éducation, entre autres. Les organismes qui gravitent tout autour, donc dans la formation professionnelle, il va y avoir les OPCO. Et après, il y a toutes les entreprises de la EdTech, qui, elles, peuvent être sur des sujets très différents, qui peuvent être, dont PitchBoy fait partie, mais qui peuvent être aussi des organismes de formation, qui peuvent être des entreprises sur de la digitalisation. Enfin, on a vraiment de tout. Dans le K-12, vous avez notamment une entreprise, dont le nom va me revenir, qui permet de faire l'interface entre les professeurs et les parents. Et ce qui est passionnant de voir, c'est comment est-ce que des entreprises se créent dans un écosystème qui est volontaire, mais avec des roots, des racines très enracinées, et difficile à bouger, hein, parce qu'on parle quand même de l'éducation des Français et des Françaises de la plus jeune génération à la formation continue aujourd'hui. Et donc, c'est des sujets de fond où il y a besoin d'avoir un intermède entre plein d'acteurs qui ont tous une excellente volonté, parce qu'on parle de l'humain. Donc, si on n'aime pas l'humain, on n'est pas dans ce secteur d'activité, on n'est pas dans cette verticale-là. Mais qui, malgré tout, ont des difficultés à parler le même langage. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu rejoindre EdTech, déjà parce que j'ai ce souhait de vouloir contribuer à faire le pont entre les différents acteurs, mais aussi entre les acteurs de la EdTech, les membres de l'association et les partenaires, créer des synergies entre nous, pour qu'on puisse partager, échanger et accélérer. Très intéressant, c'est ce qu'on attend souvent d'ailleurs du rôle d'une association. Oui. C'est véritablement de créer des synergies, de porter des valeurs, des volontés à différents niveaux. Là, tu les as très très bien expliquées. Merci pour ça, Oméric. Pour clore cette émission, j'aimerais bien te poser une question qui est un peu plus personnelle. Quel serait le conseil que tu partagerais à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Alors, je suppose que tu pourrais en prodiguer de nombreux, mais s'il devait y en avoir un seul
qui te viendrait d'abord à l'esprit, ce serait lequel? Alors la première chose qui me passe par la tête, parce que j'ai quand même entrepris en France et en Chine, c'est la France est le plus beau pays au monde pour créer sa boîte. C'est-à-dire que véritablement, je le pense sincèrement, on a tout en France pour créer sa boîte. On a de l'accompagnement, des aides, des avantages financiers, fiscaux, du coaching, du mentorat, de l'investissement, des écosystèmes comme Station F où on se retrouve aujourd'hui, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est un petit marché, entre crochets, on n'est que 66 millions, et donc forcément on peut soit créer une belle PME, soit créer un grand groupe qui nécessitera de s'internationaliser. Donc mon conseil numéro 1 à une personne qui hésite, c'est lancez-vous. Après, rien que chez Pitchboy, on a fait 3 pivots pour pouvoir s'adapter vraiment et trouver notre marché, et aujourd'hui on le fait. D'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce à toutes celles et ceux qui sont dans cet univers d'organismes de formation, ingénieurs pédagogiques et autres. L'année prochaine, enfin en 2021, dès le mois de janvier, on va lancer un éditeur de scénario qui permettra de se saisir de notre technologie et de créer en toute liberté des mises en situation qui utilisent la technologie de voix. Et donc, c'est des sujets que vous pourrez après commercialiser, revendre, mettre à disposition de vos clients et autres. Donc, vous pourrez vous lancer avec Pitchboy, si je reprends ton Exactement. conseil, qui est de se lancer. C'est ça, vous pourrez vous lancer. Mais dans tous les cas, lancez-vous. Il n'y a pas d'expérience d'entrepreneuriat qui soit une perte de temps. Je le sais, je me suis planté 2 fois, j'ai réussi 1 fois, j'ai réussi une autre fois pour le compte de quelqu'un d'autre. Et dans tous les cas, il n'y a pas plus enrichissant. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a la confiance de ses équipes. Quand on est seul, on a aussi la capacité de générer des gens autour de vous qui vont pouvoir vous accompagner, vous coacher, vous donner leur avis. Et tout ça, c'est précieux parce qu'encore une fois, on ne se développe jamais seul. Et on est des êtres sociaux. Donc, pour ça que, surtout si vous êtes dans la tech, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Moi, je serai très heureux de vous répondre et d'échanger. Donc, ce sera via Oméric de Sarthe, comme le département. Merci Oméric. Merci Étienne. De ton temps, et on vous suivra de près chez Pitchboy. Avec grand plaisir, à bientôt. Ciao. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.